Essayez de deviner le jeu que je vais vous décrire. On parle d'un monde vivant riche et immersif, où chaque recoin regorge d'aventures palpitantes, de quêtes mémorables et de secrets à découvrir. La liberté est totale et le joueur est libre de forger sa propre légende. Une idée? Si vous avez répondu Skyrim, Star Citizen ou quelque chose dans le genre, vous n'avez pas totalement tort. On sent bien dans cette description cette promesse de liberté, de monde vaste, d'aventure, bref, un jeu avec un open world. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ces mots-là sont devenus si génériques qu'ils pourraient décrire à peu près n'importe quelle fantasy lambda. Et s'ils faisaient rêver il y a quelques années, ils ont plutôt tendance à faire souffler du nez aujourd'hui. Surtout quand on réalise que la description que je viens de vous faire, c'est une IA qui l'a écrite. Qu'elle soit capable de pondre quelque chose d'aussi générique et pourtant aussi juste, c'est peut-être ça le vrai problème. L'open world est devenu un pattern. Un moule que nous allons analyser aujourd'hui. Pourquoi un concept censé offrir 1 million de possibilités finit par tourner en rond? Et surtout, quelles alternatives pourraient lui redonner un peu de magie? Comme d'habitude, une petite définition afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Un monde ouvert, c'est un concept de level design dans lequel le joueur peut parcourir un environnement et interagir avec, plus ou moins librement. Je parle d'un monde vaste et interconnecté que le joueur peut explorer librement, avec peu ou pas de barrières artificielles. Ce n'est pas réservé aux jeux solo, certains MMO comme WoW partagent cette structure, même si leur monde est pensé autour du multijoueur et offre moins de liberté. A l'inverse, des plateformes comme Roblox peuvent proposer des mondes ouverts, mais ce n'est pas leur essence. Il faut comprendre que l'open world, ce n'est pas un genre de jeu, même si on a souvent tendance à définir les jeux par ce terme. Cependant, il reste un concept central autour duquel on va articuler une progression et parfois une histoire. GTA 3 par exemple est souvent reconnu comme celui qui a popularisé l'open world moderne, même si ce n'est clairement pas le premier. Ce n'est pas pour rien que le terme GTA-like était employé pour qualifier des jeux avec cette structure. Si on demande quel est le premier open world, on peut trouver des titres comme Highlight en 1984, parfois certains citeront le premier Zelda qui est apparu un peu plus tard, et si on repense à notre définition, les aventures textuelles offrent la même liberté si ce n'est plus, et celles-ci peuvent remonter à bien plus tôt. De toute façon, le but n'est pas de savoir qui a commencé, mais ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à aujourd'hui. Et si vous jouez depuis la fin des années 2000, vous connaissez sans doute déjà la réponse. Après un essai plutôt convaincant avec Assassin's Creed 1, Ubisoft va développer en 2009 une formule sur Assassin's Creed 2 qui va avoir un impact tel que même aujourd'hui, celle-ci reste une fondation des open world modernes. On parle d'un monde plus ou moins grand, rempli avec des objectifs principaux, des points d'intérêt présents pour se repérer, mais aussi pour attiser la curiosité, et offrir un moyen de prendre de la hauteur afin de débloquer des infos sur notre carte, et savoir quelle sera la prochaine destination. Et même si chaque jeu ajoutera ou pas un twist à cette base, elle reste bel et bien présente. Et on peut comprendre au bout de 16 ans que de voir la même chose répétée encore et espérer que ça marche, ça peut provoquer un ras-le-bol. Je vous ai déjà donné la définition du mot folie. Et comme Assassin's Creed est à l'origine, quoi de plus naturel que de regarder ce qu'il propose pour comprendre le problème? Si on regarde Shadows, le dernier en date, il est un exemple parfait de cette formule. On se retrouve dans un environnement immense, avec un world building extrêmement bien travaillé, plutôt joli, des paysans certes, mais c'est aussi ce qui va jouer en sa défaveur par la suite, vous allez comprendre. Dans un premier temps, comme tout open world de ce genre, on aura des objectifs principaux, disséminés dans toute la map, un grand nombre d'activités secondaires dupliquées pour habiller la map, et ces fameux points de synchro qui sont devenus une gimmick de moins en moins appréciée. Alors certes, c'est vu et revu, mais s'ils sont là, c'est pour servir un but d'exploration à la base. Tout est censé être construit autour du fait de vous inciter à explorer plutôt que de suivre simplement le marqueur de quête principal qui vous emmènera à la suite de l'aventure. Mais depuis Origins, Assassin's Creed a intégré du light RPG, une composante de jeu de rôle allégé pour ne pas perdre le joueur dans un fouillis de nombre et autres subtilités. Donc on simplifie tout ça et on retient que le gros chiffre, c'est le niveau qu'il faut avoir pour obtenir une expérience équilibrée, et si notre niveau est trop bas, pas la peine de s'aventurer là-bas. Alors on se rabat sur ce qui est possible de faire à notre niveau, des quêtes secondaires, de l'exploration, ou encore aller voir un des trop nombreux points d'interrogation présents sur la map, pour voir ce qui s'y cache. Souvent ce sont des lieux pour permettre d'améliorer notre personnage, parfois ce sont des lieux abritant des ressources qui permettront de créer, améliorer de l'équipement ou autre, et parfois ce n'est rien d'autre qu'un lieu sans réel intérêt. Ajoutez à ça que les temps de voyage entre deux lieux, bien que pas si longs, ne sont vraiment pas des plus passionnants. On va prendre son cheval, un bateau ou juste parcourir à pied certains endroits sans réels appels. C'est peut-être très personnel, mais dans Assassin's Creed, je ne navigue pas d'un point à un autre parce que je l'ai vu au loin, mais plutôt parce que la carte me dit qu'il y a quelque chose. Et même si ce dernier s'est bien calmé sur le nombre d'icônes à l'écran, on reste sur un open world qui s'appréhende beaucoup en utilisant la map et les marqueurs.
L'exploration devient également très vite redondante, la map est très grande, truffée de zones vides car finalement très fidèle à la réalité. Et le déplacement pourtant bien travaillé d'Assassin's Creed ne sert absolument à rien dans les zones vides. Le jeu regorge de zones au level design assez fourni dans lesquelles vos compétences seront challengées, où le parcours prend tout son intérêt, mais cette composante principale ne fonctionne plus une fois sortie de ces zones. Où est-ce que je mets le parcours à profit ici? On avait eu un regain d'intérêt sur Mirage qui se passait principalement en environnement urbain, même si on avait aussi des grandes zones de vide. Mais finalement on se retrouve très vite à parcourir de longues distances sans rien faire d'autre qu'espérer arriver rapidement. Tout ça pour finalement cocher une nouvelle case dans les checklists des choses à faire. Donc si on résume, les problèmes majeurs sont une map trop grande avec beaucoup de moments de vide prolongeant artificiellement sa durée de vie derrière des trajets peu intéressants, avec potentiellement une limite arbitraire fixée par un niveau, une logique de checklist où on se contente de suivre les points d'interrogation et de répéter la même activité une dizaine, une vingtaine, voire une centaine de fois. En bref, une liste déjà préétablie de choses à faire et qui perd en saveur dès la troisième fois tout en enlevant le plaisir même de découverte car tout est déjà donné sur la carte. Et enfin, une fausse illusion de progression, les mêmes activités seront utilisées sur toute la map, l'environnement ne sera pas tant différent d'une zone à l'autre, c'est plutôt le système de saison qui fera ce travail-là. Et bien que ce soit une excellente idée, il n'est pas fondamentalement lié à l'open world. Dans un monde pourtant si grand, on se retrouve paradoxalement bloqué dans une boucle de jeu qui est la suivante. Trouver une tour, dévoiler les activités aux alentours, réaliser ces activités, entrer dans une nouvelle région, et on recommence. Il y a beaucoup de choses qu'Assassin's Creed Shadows fait bien en tant que jeu vidéo. Il innove malgré tout et on peut passer un excellent moment dessus. Mais si l'on a parcouru des open world depuis un moment, cette structure fonctionne de moins en moins au fur et à mesure, tant elle est répétitive et finalement, loin d'offrir la surprise et le plaisir d'exploration qu'elle est initialement censée apporter. Et j'ai pris Shadows comme exemple, pour des raisons évidentes, mais l'open world à la Ubisoft est utilisé par plein d'autres studios sans réel changement, ce qui ne fait que contribuer davantage au problème de lassitude. Donc je serais tenté de dire que vous n'en avez pas marre des open world, mais vous avez marre de ce qu'on en fait actuellement, à savoir un design gameplay complètement opposé, quand il y en a un, au reste de ce que propose le jeu. Heureusement, tout n'est pas perdu. De nouveaux jeux prouvent que l'open world peut aussi être repensé de manière plus créative, sans dépendre de cette boucle. Dans le cadre d'un open world à la Ubisoft, vous êtes explicitement incité à suivre des directions. Ce n'est pas un défaut en soi, mais cela n'encourage pas vraiment une découverte autonome. A l'inverse, des jeux comme Outer Wilds ou Subnautica proposent une expérience où la carte n'a que peu d'importance, voire n'existe pas, et où l'exploration hasardeuse et l'expérimentation deviennent vos seules options. Prenons l'exemple d'Outer Wilds. Vous avez deux gros appels dès le début. Le premier, c'est l'explosion que vous voyez au réveil. Le deuxième, ou plutôt les deuxièmes, en partant du principe que vous prenez le temps de discuter avec les PNJ, c'est ce que vous allez entendre via votre onduloscope, qui vous donnera des directions plutôt évidentes. Alors vous vous lancez dans votre premier vol, envisageant sans doute de tester votre fusée sans prendre trop de risques, et là, quand vous sortez de l'atmosphère et que vous voyez 3-4 astres complètement différents, il y en a sûrement un qui va vous attirer plus qu'un autre. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de sablier? Pourquoi il y a cette chose qui laisse une traînée bleue? Ou alors, pourquoi cette planète a l'air d'avoir éclaté? Ce sont des détails qui captent votre curiosité, vous poussant à explorer sans même y penser, loin des instructions d'une carte ou d'une quête. Dans ce type de jeu, l'exploration est une réponse à des appels mystérieux et non à une directive écrite. Et c'est là que réside la force de l'open world, lorsque l'environnement lui-même vous engage sans passer par des marqueurs extérieurs. Et même s'il existe quelques repères explicites pour ne pas vous lâcher totalement dans l'inconnu, très vite, c'est votre propre curiosité qui prend le relais. Et il n'y a pas vraiment de mauvaise décision. Normalement, le terrain est aménagé pour que vous puissiez trouver quelque chose, même si parfois, la recherche sera un peu plus complexe. Dans ces deux exemples, ce ne sont pas des open world qui vont vous maintenir pendant 100 heures, certes, mais ce sont des mondes où la progression est fluide, et sans artifice. Certes, les déplacements peuvent être longs, mais on vit une exploration active. L'expérience est plus dense que longue. Quand on suit un marqueur, on regarde surtout la distance qui nous en sépare. Quand on suit un point cardinal, on reste attentif à ce qu'on croise en route, et on est ouvert à la surprise. Ce qui voudrait dire qu'une exploration intéressante, c'est une exploration sans but? Pour certains, oui. Pour d'autres, il faudrait tout de même un fil conducteur pour rester engagé. Mais ce fil peut rester discret. Un joueur peut très bien passer 90% de son temps à se fixer ses propres objectifs, tout en suivant vaguement ceux proposés par le jeu, et il n'est même pas forcément nécessaire de changer radicalement la formule pour rendre un open world intéressant. Certains jeux réagencent simplement mieux les éléments existants ou peaufinent suffisamment l'expérience pour que tout fonctionne. Elden Ring et Zelda en sont de très bons exemples. Des mondes vastes avec une structure relativement classique, mais une sensation de liberté et de découverte presque constante. Et le public a largement adhéré. Dans l'un, on a une exploration où chaque montagne peut cacher un secret ou un moyen d'améliorer nos stats pour faciliter l'exploration. Dans l'autre, on propose des challenges un peu partout et une récompense pour avoir vaincu des ennemis puissants. Le point commun entre les deux, l'absence presque totale de balises. On s'aventure quelque part et on est rarement déçu. Même si pour le coup Elden Ring a une structure assez classique sur le papier,
L'exploration est encouragée de façon plus intuitive. Ce qui fait toute la différence, c'est un level design pensé pour que chaque détail visuel attire l'œil, suggère un mystère ou réveille une envie d'en savoir plus. Et même dans les open world plus traditionnels, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Depuis 3 épisodes, Insomniac Games nous permet d'enfiler le costume de Spider-Man pour sauver les New-Yorkais d'un quotidien manifestement très criminel. Et même si le jeu reste répétitif, il fonctionne. Pourquoi ? Parce que la map est condensée sur l'île de Manhattan. Moins d'espace, donc moins de tâches à cocher, mais une densité mieux maîtrisée. Et surtout parce que les déplacements sont fun. Vous êtes Spider-Man, vous ne marchez pas, vous volez littéralement entre les immeubles. Même les trajets les plus longs deviennent agréables, et le level design est pensé pour ne jamais casser le rythme. Vous devez franchir l'East River ? Pas de soucis, le jeu place des éléments pour se catapulter et garder sa vitesse. Ajoutez à ça des activités dynamiques, des éléments de narration audio via des podcasts, et vous obtenez un monde où même les moments creux ont été pensés pour ne jamais vraiment l'être. Les activités annexes sont distillées au fur et à mesure de votre aventure, rendant la progression assez fluide, même si elles ne sont pas nécessaires et que le joueur intéressé uniquement par l'histoire pourra les ignorer. Cependant, dans Spider-Man, la progression de l'histoire se fait quelquefois par l'intermédiaire de timers, incitant alors le joueur à s'adonner à une ou deux tâches annexes avant que la suite de l'histoire se débloque. Donc, l'open world n'est pas encore perdu. Quelques petits changements ou une mécanique suffisamment plaisante suffisent à donner un intérêt à parcourir des mondes aussi vastes, sans pour autant offrir un environnement complètement interactif. Mais est-ce que ça suffit pour renouveler le genre sur le long terme ? Proposer une nouvelle formule d'open world est un défi, surtout si l'on veut tout réinventer. Mais on n'a pas besoin de repartir de zéro. Parfois, il suffit de bien choisir les bons éléments déjà existants et de les assembler autrement. L'un des aspects les plus sous-estimés, c'est le déplacement. Beaucoup de jeux en monde ouvert misent sur la quantité de choses à faire, mais oublient que comment on s'y rend peut être tout aussi important. Mirror's Edge par exemple proposait un parcours fluide et intuitif dans des niveaux linéaires, mais tellement satisfaisant qu'on pouvait rêver d'un monde plus ouvert à explorer. Catalyst a tenté cette transition, sans vraiment convaincre. Mais Dying Light, lui, a trouvé un meilleur équilibre. Ici, le déplacement n'est pas juste stylé, il est stratégique. Les toits, les murs, les corniches ne sont pas des décorations, ce sont des issues de secours face à une menace omniprésente. Comme dans Assassin's Creed, on grimpe pour gagner du terrain, mais en vue subjective avec un level design pensé pour maintenir le rythme. L'immersion est bien plus forte, le sol devient dangereux, et chaque trajet une micro-aventure. Résultat, le déplacement devient un gameplay à part entière, pas juste un moyen d'aller d'un point A à un point B. Donc, une première piste à explorer, ce serait de se demander qu'est-ce qu'un déplacement intéressant dans notre monde ouvert ? Est-ce que l'on passe par un gameplay à forte sensation ? Est-ce qu'on met des barrières pour inciter le joueur à s'adapter à des situations prévues par le level design pour toujours lui offrir une porte de sortie ? Ou est-ce que c'est le trajet qu'on peut rendre intéressant ? Se baser uniquement sur un personnage doté de capacités de déplacement hors du commun, c'est le meilleur moyen de tomber sur un nouveau paradigme qui sera imité. Certains jeux proposent de passer en pilote automatique pour arriver à destination, voire un voyage rapide pour se téléporter plus proche de notre objectif. Mais dans ces deux cas, je trouve qu'il y a comme un aveu d'échec. Le jeu n'a pas su rendre certains temps morts suffisamment intéressants pour proposer aux joueurs des moyens plus ludiques de se déplacer. Donc, notre deuxième mission sera de se demander comment habiller les trajets entre deux activités par exemple. On a ici plusieurs solutions. On a vu tout à l'heure que les appels visuels sont extrêmement intéressants pour proposer aux joueurs des directions et susciter sa curiosité. Donc proposer suffisamment d'éléments attirant le joueur et potentiellement pouvant le dévier de ce qu'il avait initialement prévu. Les joueurs de Breath of the Wild en savent quelque chose. On peut aussi essayer d'habiller ces temps morts de plusieurs façons, en proposant un peu de narration environnementale ou des événements spontanés. Si vous avez joué à Forza, vous vous souvenez peut-être des chansons prouesses, qui récompensent ceux qui écoutent la radio pendant leur exploration avec des points bonus si vous enchaînez les cascades en véhicule. Ce qui gamifie le déplacement, transformant un trajet en une course rythmée et surtout récompensée. Et j'insiste là-dessus, si vous avez quelque chose à y gagner, la récompense à court terme peut fortement contribuer à vous dévier de votre objectif initial. On peut même faire évoluer le gameplay de déplacement à la manière d'un Metroidvania. Débloquer de nouvelles capacités permettant d'ouvrir des raccourcis, repenser l'espace, ou rendre le backtracking plus ludique. Mon point ici vise à redonner au déplacement sa place légitime, non plus comme une transition passive, mais comme une mécanique de jeu à part entière. Et si l'on combine ces deux premiers ingrédients, des déplacements intéressants et un level design intelligent, on obtient un focus clair, redonner de la valeur à une interaction aussi centrale que le mouvement dans un open world. Pour la suite, j'aimerais aborder un point qui selon moi pêche souvent dans les environnements trop réalistes. Le manque de diversité. Beaucoup de mondes ouverts offrent de vastes espaces, certes, mais des zones qui se ressemblent beaucoup trop. On sous-estime la puissance d'un changement de biome dans le ressenti de progression du joueur. Découvrir un nouvel environnement, c'est anticiper une nouvelle façon de jouer, un changement de rythme, une rupture dans les habitudes, parfois même de nouvelles mécaniques à appréhender. Bref, une sorte de nouvelle boucle de gameplay comme si on changeait de niveau. En plus d'offrir de la variété visuelle, c'est aussi un autre moyen de motiver le joueur à explorer ces nouvelles zones et trouver des nouveaux secrets, tout en proposant des challenges propres à l'environnement.
Je parlais de Metroidvania pour repenser l'espace, mais on peut aussi se servir de ce genre de mécanique pour redonner un intérêt au retour en arrière. Si vous avez joué à Tunic, vous voyez peut-être où je vais en venir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, imaginez qu'on vous prête un jeu mais que le manuel d'instruction est incomplet. Dès le départ, vous avez accès à toutes les interactions que le jeu peut contenir, mais ce qu'il vous manque, c'est la connaissance. En explorant l'environnement, vous aurez non seulement la possibilité de trouver des secrets, mais également une chance de tomber sur des pages pour en apprendre plus. Et le jeu repose justement sur ces secrets se dévoilant au fur et à mesure, je n'en dirai pas plus. Mais en y jouant, vous répéterez sans doute « Ah, mais c'est comme ça que ça marche !» un certain nombre de fois, avant de vous précipiter en arrière sur le dernier élément interactif dont vous venez enfin de percer le mystère. De manière générale, dans ce que l'on aborde, vous constaterez peut-être qu'il y a une volonté de laisser peu de place au guidage forcé au profit d'une exploration beaucoup plus organique et autonome. Et il me semble difficile d'aller en l'encontre, en tout cas, pas si on veut rester en accord avec la liberté qu'est censé proposer le monde ouvert. Et conditionner un joueur à suivre des objectifs sans le laisser explorer par lui-même dès le début, c'est le conditionner à jouer et appréhender son aventure de la mauvaise façon. Mais si on souhaite que l'exploration soit centrale à notre open world, faut-il pour autant la forcer? Qu'en est-il d'un joueur qui souhaiterait tracer en ligne droite l'aventure principale, sans se soucier de fouiller et explorer ne serait-ce qu'un quart de ce que le monde propose? Faut-il bloquer le joueur ou au contraire l'autoriser? Eh bien je pense que ces questions sont ouvertes, et n'ont pas de réponse spécifique pour la simple et bonne raison que cela dépend du design et aussi quelque peu du joueur. Dans Breath of the Wild, rien ne vous empêche d'aller à la fin du jeu dès le début techniquement, mais vous serez bloqué par des ennemis puissants et un équipement peu efficace, vous encourageant alors à suivre l'aventure principale, mais surtout à explorer les différents sanctuaires pour monter vos statistiques et vous donner toutes les chances de réussir et optionnellement pour profiter du contenu que les devs ont mis en place. Et de l'autre côté, vous avez les noix Korogu, ces fameux objets que vous obtiendrez en résolvant des puzzles ici et là dans le monde. Ces noix vous permettent d'améliorer la taille de votre inventaire et il y en a 900 au total. Autant vous dire que tout le monde n'a pas la patience d'en récupérer autant. Mais heureusement, Nintendo n'a jamais envisagé la chose. 441 noix suffisent pour tout améliorer au maximum. Ah, et au fait si, Nintendo avait prévu que vous récupériez les 900, et en récompense vous obtenez un caca doré. Bref, tout ça pour dire que c'est un exemple d'open world qui trouve un bon équilibre entre forcer le joueur à explorer et ne pas l'obliger à tout fouiller pour en arriver à bout. Et en réalité, c'est à vous d'estimer quand vous considérez avoir fait le tour. Si vous êtes complétionniste, vous serez sûrement tenté de voir tous les aspects que propose le jeu, mais ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans une sorte de FOMO. La peur de manquer de quelque chose. Un système très exploité dans le jeu vidéo pour d'autres raisons, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Une autre chose importante, c'est la différenciation entre la quête principale et toutes les activités secondaires. C'est normal de s'attendre à du contenu plus scénarisé et scripté dans la quête principale, mais ça doit aussi, selon moi, être le moment de proposer quelque chose d'unique. Je reprends les exemples d'Assassin's Creed Shadow et Spider-Man parce que ce sont les deux derniers open world que j'ai fait, et parce que je trouve que l'un réussit bien mieux que l'autre. Les activités secondaires de Spider-Man sont assez basiques, des boucles de gameplay courtes à base de combats, de puzzles, de skill checks sur les déplacements, de la photo pour donner un peu de contemplatif, bref, on exploite toutes les features du jeu dans des boucles simples. Mais quand vous allez lancer une séquence faisant avancer l'histoire, préparez-vous pour du grand cinéma. La mise en scène sera en général mémorable et une occasion de challenger sur des mécaniques un peu différentes. Sur Assassin's Creed, on va proposer des moments contemplatifs et de détente via les Kujikiri, les Sumiye, ainsi que les prières pour embrasser la culture japonaise, et ces moments sont très bien réalisés. On vous propose aussi des katas pour apprendre des nouveaux enchaînements avec Yasuke. Enfin, si vous vous en souvenez, parce que rien dans le jeu ne vous le rappellera. Mais il y a aussi des moments d'infiltration ou de combat via les châteaux où il faudra éliminer des ennemis spécifiques afin d'ouvrir un coffre donnant un équipement de valeur. Des moments intéressants certes, mais qui ne se démarquent pas vraiment de ce que propose déjà l'aventure principale. On parle ici de lieux avec plusieurs approches possibles, que vous devrez vous approprier, bien souvent en éliminant les gardes pour prendre le contrôle, et sans aller dans une critique de ce qu'est devenu la licence, l'assassinat dans les premiers opus était une finalité, un moment important après une enquête et une mise en scène amenant à l'occasion de tuer une cible. Maintenant, l'assassinat est devenu une mécanique assez banale. On les enchaîne et on tue un ennemi comme on tuera une cible importante dans l'histoire. Même si en général, Shadows a tendance à beaucoup amener vers du boss fight, donc même l'assassinat emblématique disparaît quelque peu. Rendez-moi ces scènes qui donnent un peu plus de profondeur à nos cibles sur les derniers instants avant de les terminer à coup de Requiescat in Pace, bordel! Bon, au final, on ne retrouve plus vraiment ces moments singuliers ou marquants dans la quête principale. Et je ne sais pas si c'est le jeu qui souhaite juste mettre plus d'emphase sur l'exploration que sur le scénario. Mais cette impression de répétition permanente finit par créer une lassitude et relègue l'aventure principale, comme certaines activités, à un contenu à faible valeur ajoutée. D'autant plus que ces activités sont quelque peu forcées par la nécessité d'avoir un certain niveau pour explorer les zones suivantes. Et on retombe dans le problème dont je parlais plus tôt. Comment inciter le joueur à explorer sans lui imposer? L'un des plus grands défis du jeu vidéo moderne est de comprendre comment faire cohabiter les attentes des joueurs entre liberté et guidage. Et peut-être que la solution réside dans la possibilité donnée au joueur de choisir son propre chemin sans jamais sentir qu'il est obligé de prendre l'un ou l'autre. Mais si on devait résumer les points à prendre en compte dans un open world, dans un premier temps, idéalement il faut revaloriser le mouvement, souvent traité comme un simple outil de transition.
Dans tous les cas, sur un terrain aussi grand, le level design ne doit pas être laissé à l'abandon, bien au contraire. Et c'est également le cas pour le world design et la variété des environnements qui non seulement permettent aux artistes d'être créatifs, mais permettent aux joueurs de vivre et voir des choses intrigantes, inédites et qui contribuent au voyage. Ce monde qui doit regorger de secrets, de narration environnementale pourquoi pas, et donner en même temps une sensation de progresser. Ce monde doit être intéressant au premier passage, mais également au second. Si on demande aux joueurs de revenir en arrière, il faut une motivation pour rendre la chose moins pénible. C'est également important de se poser la question de comment encourager l'exploration. Faut-il l'imposer ou au contraire l'encourager subtilement? Et je tiens à insister ici sur le fait qu'une exploration imposée n'est pas un mal. Ce n'est pas parce qu'on force un joueur à visiter toutes les zones d'un jeu que ça le rend mauvais. Mais dans tous les cas, il faut récompenser la curiosité même si elle n'est pas centrale au design proposé. Enfin, une séparation claire entre contenu secondaire et principal me semble personnellement une bonne approche pour toujours proposer aux joueurs quelque chose de différent et éviter une potentielle lassitude résultant d'un manque d'originalité entre ces deux composantes. Si on voulait pousser plus loin, on pourrait aussi imaginer un moyen de rajouter du chaos dans toute cette aventure. Quand deux personnes vous racontent ce qu'ils ont fait dans un open world, il y a un côté grisant, réaliser que les deux individus n'ont pas du tout vécu la même chose et que chacun vit donc une aventure différente. Alors on pourrait peut-être insister sur ce point en proposant des événements aléatoires uniques à quelques sauvegardes, une génération de mondes un peu différente mais maîtrisée car le level design pourrait se voir complètement anéanti par trop d'aléatoires. Et enfin, la chose pour moi la plus importante dans un open world, c'est la quantité possible d'interactions avec l'environnement. Le gameplay systémique à la Zelda est justement une réponse à tout ça. Vous voulez couper cet arbre? Vous pouvez. Vous voulez mettre le feu à votre environnement? Bah c'est possible. Et ça servira peut-être à faire autre chose. Minecraft permet de remodeler le monde et de faire tout et n'importe quoi avec la redstone. Et je vais sortir un peu de l'open world pendant quelques secondes, mais ce côté bac à sable et systémique, c'est justement ce qui est grisant, même dans des jeux avec des niveaux plus condensés. Quand on joue à Hitman, il existe plusieurs façons d'éliminer nos cibles. Et c'est à nous de faire preuve de créativité parmi tous les outils qui nous sont fournis. Après quelques essais, on arrive vite à bout des différentes possibilités, cela dit. Mais chaque nouvelle mission est remplie d'opportunités que l'on a envie de découvrir. Comme quoi la liberté, ce n'est pas forcément synonyme de monde ouvert. Et sans spécialement renouveler totalement le genre, on a déjà quelques leviers sur lesquels on peut se baser pour proposer une expérience open world originale. Et si ce que je dis fait peur et semble idéaliste, peut-être qu'il est temps de se rendre compte qu'un monde ouvert, c'est par défaut un projet extrêmement ambitieux, et peut-être pas forcément pertinent pour l'expérience que l'on souhaite proposer. Parfois un jeu couloir fait tout aussi bien le travail et ne demande pas de maîtriser un concept aussi difficile. Ce qui explique pourquoi certains studios reposent encore sur cette base dont on parlait au départ, et aussi pourquoi ils innovent timidement sur celle-ci. Mais cette base est-elle foncièrement mauvaise ou dépassée? Certains d'entre vous ont sans doute vu la vidéo de Joueur du Grenier sur ce sujet, et elle est très intéressante pour comprendre le point de vue des développeurs et les éventuelles motivations à continuer cette formule d'un point de vue financier. Mais il conclut aussi sur quelque chose d'assez juste. La formule actuelle de l'open world ne correspond plus aux joueurs confirmés, et je le rejoins, les derniers en attendent plus. Assassin's Creed, Horizon, Middle-earth, Metal Gear, Batman sont des open world bien conçus, surtout si vous êtes un joueur occasionnel ou si vous n'avez pas forcément envie d'être autonome dans votre exploration. Si ça semble contradictoire avec ce que je disais précédemment, c'est parce que je vous donnais ma vision de l'open world, celle que beaucoup d'entre nous partageons, passionnés par nos expériences passées dans ces mondes ouverts. Pour un public moins habitué, ces open world sont efficaces, ils ne perdent pas leurs joueurs. Tout est fait pour l'encadrer dans un monde immense qui pourrait autrement sembler écrasant. Donc si je vous ai paru dur avec certains jeux, c'est parce que j'en attends plus personnellement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ils répondent simplement à une autre attente, à un autre type de joueur. Là où cela peut poser problème, c'est que les joueurs acquis pendant l'âge d'or de ce concept se retrouvent à chaque opus en terrain familier, et sans surprise. Et les rares innovations ne suffisent plus. Et d'un autre côté, les itérations sur ce design vont parfois dans le mauvais sens. À quoi bon avoir une carte plus grande si elle est encore plus vide? Parce qu'au fond, ce n'est pas la taille du monde qui compte, c'est ce qu'on nous donne envie d'y faire. Après moins de sel, plus de glory kill, je vais proposer moins de kilomètres carrés et plus d'activités. Et même les raisons pour lesquelles on limite le joueur sont compréhensibles. Le fait est que l'open world, c'est un ensemble de règles prévues par les développeurs et qui sont initialement établies pour s'assurer que vous ne sortez pas du cadre. Et c'est là tout le paradoxe. Ce n'est pas la liberté qu'on explore. C'est un terrain balisé par un grand nombre de règles dans un monde qui veut nous faire croire qu'il n'y en a pas. Avant qu'on se quitte pour de bon, j'aimerais déjà vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et potentiellement toutes les autres. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai créé un compte Blue Sky, donc je vous mettrai le lien en description. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec ça, mais l'idée ça serait quand même d'avoir un dialogue entre vous et moi, pouvoir échanger un peu sur les trucs, poster, donner un peu d'activité à la chaîne, etc. Ce genre de choses. Je sais pas encore quelle forme ça prendra, mais je vais trouver. Et puis du coup, je vois que vous êtes déjà 500 abonnés, donc merci à tous ceux qui m'ont suivi jusque là. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Il y a pas mal de bons jeux en ce moment qui sont sortis, donc je me fais pas de soucis, je pense que vous avez de quoi vous amuser. Mais sur ce, je vous laisse reprendre votre manette.